Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis François-Xavier Millet, professeur de droit public à l'Université des Antilles, titulaire de la chaire Jean Monnet en intégration régionale comparée. Et nous avons le plaisir avec Fred Reynaud, directeur adjoint de FEAC et responsable du KJ en Guadeloupe, d'accueillir aujourd'hui la professeure Brunessen-Bertrand, qui est donc professeure à l'Université de Rennes et membre junior de l'Institut universitaire de France, qui est à l'origine une européaniste, une professeure de droit de l'Union européenne, qui l'est toujours un peu à ses heures perdues, mais qui est surtout maintenant très spécialisée et connue en droit du numérique, hein, puisqu'elle a eu une chaire Jean Monnet qui concernait la gouvernance des données. Et maintenant, dans le cadre de son projet à l'Institut universitaire de France, eh bien, elle s'occupe plus spécifiquement de cybersécurité, d'intelligence artificielle, bref, tous les sujets qui sont au cœur de l'actualité numérique. Et donc, nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes donc, qui sont en ligne, tout d'abord, hein, qu'ils n'hésitent pas, que ces personnes-là n'hésitent pas à poser leurs questions après l'intervention du professeur Bertrand. Et également, bien sûr, les personnes qui sont présentes. Je salue les collègues, je salue les étudiants qui sont ici et les personnes extérieures qui sont également présentes et qui montrent du coup que aussi il y a un lien étroit entre la société civile en Guadeloupe et l'Université des Antilles, ce dont on ne peut que se réjouir. Alors aujourd'hui, Brunessen va évoquer donc ce sujet d'actualité extrêmement brûlant qui est celui des réseaux sociaux et de la désinformation. Vous savez, évidemment, beaucoup de personnes utilisent, qui n'utilisent pas, je dirais, les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un vecteur majeur de liberté d'expression, tout d'abord, mais aussi de développement économique et aussi vecteur de diffusion de l'information. C'est à travers les réseaux sociaux aujourd'hui que nous obtenons la plupart des informations sur sur ce qui se passe, pardon, dans le monde et chez nous également, évidemment. Mais en même temps, on sait que s'est développé un mouvement, je dirais, de désinformation, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont vecteurs également de désinformation. Donc là aussi, à la fois ce paradoxe de réseaux sociaux qui permet la liberté d'expression et même, je dirais, plus largement le développement personnel, mais aussi qui est un outil, un vecteur de désinformation. Un vecteur de désinformation qui a conduit notamment l'Union européenne, à travers l'adoption, Brunessen nous en parlera sans doute, du règlement sur les services numériques, et bien d'une réglementation à l'échelle européenne qui impose plutôt de modérer les contenus aux différentes plateformes, et donc ce inclut les réseaux sociaux. Et il y a également des enjeux dans la mesure où on a entendu récemment Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, nouvellement appelé Meta, nouvellement depuis quelque temps déjà, qui, à la suite ou juste avant, non, à la suite, je pense, hein, de l'élection, la réélection de Donald Trump comme président des États-Unis, eh bien, a annoncé qu'il n'opérerait plus une modération des contenus sur les réseaux sociaux et donc il laisserait le libre cours à la liberté d'expression, en sachant que là, il faut quand même avoir conscience que la conception américaine de la liberté d'expression est une conception radicale. On peut dire beaucoup de choses, on peut dire à peu près tout aux États-Unis, dans une conception donc américaine, alors qu'en Europe, traditionnellement, on a des restrictions à la liberté d'expression au nom notamment de, des droits d'autrui, du respect des droits d'autrui pour éviter, par exemple, le développement de la parole raciste ou des discours de haine. Et ici, nous avons un aspect qui est fondamental donc de désinformation au sein des réseaux sociaux, c'est-à-dire que parfois, dans les réseaux sociaux, eh bien, on ne sait pas exactement si on a affaire à des informations qui sont absolument déjà correctes et vérifiées, ou si au contraire, nous avons des vecteurs de désinformation. Et ici, on pense notamment, enfin, je pense notamment à TikTok comme réseau social, qui est peut-être le réseau social le plus critiqué d'une certaine manière,
et TikTok qui, pour vous montrer jusqu'où peut aller la désinformation et surtout quelles sont les conséquences juridiques qui sont associées à cette désinformation, eh bien, TikTok a influencé, ou plutôt, il y aurait une ingérence étrangère de la part des Russes dans l'élection présidentielle roumaine et également dans les élections législatives roumaines. Il y aurait une propagande en faveur de candidats pro-russes et anti-européens au moment des élections en Roumanie. Et la Cour constitutionnelle roumaine a annulé tout simplement l'élection présidentielle en Roumanie du fait de ces ingérences étrangères via un réseau social tel que TikTok. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement à travers cette thématique le fait que les réseaux sociaux eux-mêmes ont des obligations, une forme de moralisation de ces réseaux sociaux à travers les obligations de modération des contenus dont je vous disais que Mark Zuckerberg et évidemment Elon Musk aussi ne sont pas les plus fervents défenseurs. Mais on a aussi des conséquences sur un plan juridictionnel, ce qui me semble encore plus original quant à l'effectivité finalement des règles en matière de lutte contre la désinformation des réseaux sociaux, puisque des juges vont, y compris donc des cours constitutionnelles, comme celle dans mon exemple de la Roumanie, vont aller jusqu'à annuler une élection présidentielle. Autrement dit, vont aller annuler l'expression même, vont remettre en cause l'expression de la démocratie en jugeant que les électeurs, les citoyens, ont été l'objet de désinformation à travers ces réseaux sociaux. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à ma collègue et amie Brune Bertrand qui va vous entretenir donc de ce sujet avec passion comme elle le fait toujours. Merci. Merci beaucoup, cher François-Xavier. Merci à tous. Je suis très heureuse d'être là pour évoquer ce sujet qui est à la fois, enfin, je trouve, aussi passionnant que inquiétant, parce que à travers les exemples que tu as rappelés, François-Xavier, on voit bien que c'est depuis un peu avant 2020 que ce phénomène a commencé, je dirais au moment de la première élection de Trump, finalement où il y a eu un certain nombre d'ingérences russes. Alors, dans quelle mesure, c'est toujours un petit peu difficile à évaluer, où on a vu que ces ingérences se manifestaient de différentes façons. Il y a eu des opérations notamment de hack and leak, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez que la candidate Hillary Clinton avait vu un certain nombre de ses mails dévoilés, révélés, etc. Il peut y avoir non seulement des révélations, mais des manipulations du contenu des mails qui sont exposés. On a vu aussi à l'occasion de cette élection, pas seulement des ingérences étrangères, mais aussi l'utilisation par les partis politiques, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe, de techniques de micro-ciblage politique des électeurs. À partir d'un profilage, on utilise les données personnelles des électeurs pour cerner leurs préférences et les matraquer de messages pour essayer d'influencer une élection par ce biais-là. C'était d'ailleurs le scandale Cambridge Analytica avait commencé comme ça. Hein. Cambridge Analytica, c'est une entreprise spécialisée dans l'influence et leur slogan, c'était gagner une élection grâce aux données personnelles. Donc, vous ciblez les indécis, vous ciblez ceux, etc. Vous leur dites exactement ce qu'ils veulent entendre. Avec le profilage, c'est assez facile. Et vous pouvez, comme ça, essayer d'influencer une élection. Et ça, c'est quelque chose en soi, pour l'instant, de légal. Donc, il y a plusieurs sujets sur les manipulations de l'information. Ça se manifeste beaucoup en période électorale. Suite à cette élection américaine, il y a eu un peu un mouvement de panique en Europe où on s'est dit, oula, ce qui a pu déstabiliser la démocratie américaine peut aussi arriver chez nous. Il y avait un certain nombre d'élections en Europe, au Parlement européen et autres, où on a commencé à prendre des mesures. Alors d'abord de soft law, avec un code de bonne conduite sur la désinformation, j'y reviendrai, mais on voit jusqu'à l'exemple roumain qui vient d'être évoqué, à l'occasion par exemple du Brexit, du vote pour le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne, des campagnes massives de désinformation, où on voit qu'il y a là un élément très devenu très courant pour déstabiliser certains pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Parce qu'évidemment, on comprend bien que ça peut altérer la sincérité du scrutin, surtout si on a des contenus trompeurs, manipulateurs qui sont diffusés.
Alors, la première difficulté à laquelle on se heurte, c'est que, en soi, diffuser une fausse information ou relayer une fausse information, c'est pas illégal en soi. C'est pas un contenu illicite. On n'est pas dans l'apologie de crimes, de terrorisme, de pédopornographie, etc. En soi, on peut raconter n'importe quoi, finalement, en ligne. Non seulement c'est pas interdit, mais c'est même une liberté constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel, il y a quelques années, en 2020, à l'occasion de sa censure intégrale de la loi Avia, avait posé une nouvelle liberté, enfin en tout cas avait estimé que était dérivée de la liberté de communication, la liberté donc d'accéder à Internet, mais ça il l'avait déjà dit, mais aussi de s'y exprimer. La loi Avia, c'était une loi qui avait vocation à lutter contre la haine en ligne. Et donc à sanctionner assez fortement les plateformes qui ne retireraient pas, dans des délais assez contraints, ces expressions de haine en ligne sur les réseaux sociaux. Et là, il y avait eu les plateformes s'étaient vraiment manifestées assez fortement avant la décision du Conseil constitutionnel en disant, nous, c'est simple, si on nous menace de sanctions financières extrêmement importantes, si on ne retire pas dans des délais extrêmement rapides des contenus, eh ben, on va faire un algorithme qui va faire de la surcensure. C'est-à-dire que dans le doute, on va censurer pour pas être sanctionné, et du coup, on arrivera à une situation où la liberté d'expression n'existera tout simplement plus. Et il faut croire que le Conseil constitutionnel a été sensible à ces arguments, puisqu'il a censuré l'intégralité, à part quelques petites dispositions, notamment sur le dispositif Pharos, qui permet de signaler des formes de harcèlement ou de haine en ligne. Il avait censuré l'intégralité de la loi, c'est assez rare, voilà, en constitutionnalisant, donc en estimant que, donc en élargissant plutôt la portée de la liberté de communication. Donc, en soi, raconter une bêtise sur Twitter en 60 signes, c'est une liberté constitutionnelle. Donc, effectivement, le cadre démocratique est forcément contraint au nom de la protection bien légitime de la liberté d'expression. Et François-Xavier parlait des différences dans la façon d'appréhender la liberté d'expression. Elle est plus absolue aux États-Unis qu'elle n'est en France. Après, la France est aussi membre de la CEDH, et la CEDH a une vision peut-être plus libérale de cette liberté, elle estime dans une formule très récurrente que la liberté d'expression s'étend aux opinions qui heurtent, choquent ou inquiètent. Donc, voilà, la conciliation à faire au nom des exigences d'ordre public est quand même assez resserrée. Alors, sur un plan juridique, comment est-ce qu'on fait pour... on voit qu'il y a un vrai sujet sur les manipulations de l'information, on voit qu'on a un cadre constitutionnel légitimement bien contraint. Qu'est-ce qu'on entend par fausse information? C'est déjà la première difficulté à laquelle on se heurte sur le plan juridique. Parce qu'un fait, selon la façon de le présenter, peut être factuellement vrai, mais voilà, faire la différence entre un fait et parfois une opinion. Vous prenez un même fait, vous prenez des presses avec des opinions différentes, parfois on n'a pas l'impression qu'il s'est passé la même chose. Donc, à partir de quel moment on dit que quelque chose est faux? Vous voyez, donc ça devrait pas être quelque chose de subjectif, mais en pratique, on voit bien qu'il y a un caractère subjectif à la notion de vérité, voire politique, et qu'il y a une porosité assez importante entre le fait et opinion. Et par ailleurs, il est évident que l'État n'a pas vocation à dire ce qu'est la vérité aux citoyens. Enfin, voilà, il y a la première élection du président Macron en France, ça a eu peu d'impact parce que finalement, c'est arrivé dans les 48 heures avant l'élection. Un certain nombre de leaks aussi qui avaient fuité, piratage de ces messageries, etc., et des choses qui étaient sorties, mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'élection, ça avait été pas très bien calibré dans le temps. Mais ça a eu quand même l'effet voilà, de faire une prise de conscience assez forte pour les dirigeants en France. Et donc, juridiquement, c'est un service à compétence nationale, Viginum. Donc, c'est pas une autorité administrative indépendante. Viginum a son autonomie qui sert à essayer d'identifier et à expliquer les campagnes de désinformation qui peuvent exister en France. Et c'est vrai que ce modèle est en train d'essaimer un peu en Europe, où le travail de Viginum est considéré comme assez utile et éclairant. Même si Viginum dit toujours qu'il n'a pas vocation à être le ministère de la vérité. Hein, il démine les campagnes, il explique, voilà. Après, encore une fois, personne ne peut imposer une vérité.
Et suite à ce qui s'était passé pendant la première élection de Macron, il y a une loi qui a été adoptée dans la foulée en décembre 2018 sur la lutte contre les manipulations de l'information en période électorale. Et le contexte d'adoption de la loi montre combien c'est une question épineuse parce que voilà, au Parlement, ça avait été très agité. La majorité avait été notamment accusée de vouloir museler l'opposition, etc., en disant bah, si vous limitez la diffusion de contenu en gros, dans les mois qui précèdent une période électorale, qui nous dit qu'un jour, quelqu'un d'un peu autoritaire arrive et va museler l'opposition, comme c'est le cas dans certains régimes, en effet, où il y a des lois pour lutter contre les manipulations d'informations en période électorale et où, effectivement, un régime un peu autoritaire s'en sert pour espionner, museler, etc., l'opposition. Donc, on marche un peu, vraiment, la voie est assez étroite. Donc, la loi de 2018 définit la fausse information comme toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Et la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi avait mis des réserves d'interprétation assez fortes sur cette notion de fausse information, en disant bien que une fausse information, c'est vraiment des allégations inexactes, trompeuses, d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ça ne recouvre ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles, ni les exagérations. Voilà, il faut pouvoir démontrer objectivement la fausseté d'une information. Encore une fois, la satire, la caricature, tout ça, c'est autorisé. Donc, voilà, encore une fois, la frontière est un peu ténue. Et pour essayer d'éviter une instrumentalisation de la loi, le Conseil constitutionnel avait bien précisé dans sa réserve d'interprétation, il faut que cette fausse information, pour relever de la loi, soit artificielle ou automatisée, massive et délibérée. Voilà, une petite rumeur qui ne prend pas plus que ça, on ne va pas mobiliser. Voilà. Voilà. Au niveau européen, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu un plan pour la démocratie, il y a eu des plans d'action pour la désinformation. Donc, c'est vraiment des contenus trompeurs, faux ou trompeurs, diffusés avec l'intention de tromper le public. Alors, ça peut être dans un but lucratif ou dans un but politique et susceptible de causer un préjudice public. Donc là, on voit bien qu'il y a un critère d'intentionnalité. Encore une fois, on distingue la désinformation de la mésinformation. Si vous relayez de bonne foi, vous voyez une information, vous pensez que c'est exact et puis vous relayez, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui fait de la désinformation. C'est juste une mésinformation comme ça peut arriver. Donc c'est vraiment, il faut qu'il y ait encore une fois, une intention de déstabiliser les opinions. Donc, c'est pas la publicité mensongère, c'est pas des erreurs de citation, c'est pas encore une fois parodie ou même des commentaires très partisans, très clivants. Tout ça, ça ne relève pas de la désinformation. Donc, on a là encore une fois, comme en droit français, un critère d'intentionnalité. La notion de fausse information, donc, elle est juridiquement et politiquement même délicate à appréhender, et en plus, en pratique, elle est moyennement pertinente parce que quand on regarde des campagnes de désinformation qui ont eu lieu, en général, c'est pas des informations complètement fausses. On prend une petite chose et puis on l'exagère, on l'amplifie, on la déforme. Par exemple, vous avez peut-être entendu ce moment surréaliste sur la peur des puces de lit à Paris avant les JO. Bon, ben, on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas eu une puce de lit ou deux dans un hôtel à Paris, etc. D'ici à dire qu'en mettant le pied dans un hôtel parisien, vous reveniez infesté de puces partout, où là, il y avait des ingérences assez identifiées. Vous voyez, donc en soi, ce n'est pas forcément une fausse information, mais si vous l'amplifiez, vous la manipulez, bah, ça devient quelque chose qui n'a plus de rapport avec la réalité. Donc, c'est moins une fausse information qu'une manipulation, encore une fois, de l'information. Deuxième difficulté, quand on parle de manipulation de l'information, où commence l'influence, qui n'est pas illégale, hein, de chercher à avoir une influence. La publicité cherche à influencer les comportements. La soft law, parce qu'on est dans une fac de droit et de sciences politiques, la soft law cherche à influencer des comportements. En soi, l'influence, à part des cas très particuliers, est pas prohibée. Et donc, où est-ce qu'on met le curseur entre influence et manipulation de l'information. Donc là encore, voilà, il faut arriver à faire un peu la part des choses pour sans doute réguler cette question-là, mais avec tact et mesure. Parce que là aussi, il faut vraiment y aller très, très doucement, parce que
réguler la désinformation, un peu comme l'a montré la loi de 2018, peut avoir des effets opposés à ce qu'elle veut essayer d'atteindre comme objectif. C'est-à-dire que, quelque part, la désinformation, vous avez peut-être entendu parler des bulles de filtre, c'est-à-dire le ciblage et le profilage des utilisateurs en ligne fait que vous êtes ciblé sur des contenus qui vous intéressent. Moi, je reçois plein de vidéos de chats et de pandas parce que j'aime bien les chats et les pandas, mais je reçois assez peu d'éléments disant, enfin, j'ai jamais reçu un mail me disant qu'il faut boire de la javel pour me soigner du Covid, par exemple. Donc finalement, la bulle de filtre, pour le meilleur et pour le moins bon, protège aussi un peu, parce que finalement, les vraies fausses informations, les contenus complotistes, etc., touchent des gens qui sont de toute façon sensibles à ça. Donc, avec ou sans éléments relayés, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On va souvent chercher une information qui confirme un petit peu ce qu'on pense. Donc finalement, on peut se dire aussi que réguler n'est pas forcément nécessaire parce que, eh bien, finalement, les fausses informations, entre guillemets, vont toucher les personnes qui sont déjà un petit peu sensibles à ça, avec ou sans Internet, avec ou sans réseaux sociaux. Et au contraire, en régulant, on peut se dire, ah bah attendez, l'État essaye de nous imposer une vérité officielle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait faire la part des choses entre les contenus, c'est pas à l'État de censurer quelque chose. Si Elon Musk veut dire que le parti d'extrême droite allemand c'est très bien, bah voilà, nous on est assez grands pour savoir si c'est bien ou pas. Enfin, voilà. Donc il faut, pour être pertinente, la régulation doit être dosée avec un certain, voilà, avec précision. On sait aussi qu'il y a déjà des outils hein, en cas de trouble à l'ordre public. Je pense à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où le réseau TikTok a été provisoirement suspendu, parce que le gouvernement avait montré que ça contribuait à aggraver les violences et les troubles importants à l'ordre public. Il y a eu aussi l'histoire des mesures de suspension des chaînes russes au moment de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Ça, c'est au niveau européen, des mesures restrictives qui ont suspendu de médias qui relayaient, voilà, qui étaient financés par la Russie et qui étaient présentés comme des éléments de désinformation, ce qui est vrai. Mais là aussi, on peut se dire qu'il potentiellement il y a des effets pervers parce que je ne sais pas vous, hein, mais Russia Today ou Sputnik, moi j'en avais jamais entendu parler avant ces mesures et du jour au lendemain, bah, finalement, on jette la lumière sur ces médias qui étaient quand même pas si connus que ça, et puis on les fait fermer, ce qui peut créer une forme de suspicion. Et puis en plus, au-delà, les personnes qui agissaient sur ces chaînes-là, bah, finalement, sont allées sur d'autres médias. Donc, bon, on peut s'interroger sur la. Alors après, est-ce qu'il faut rien faire? Voilà, je pose la question. Je ne dis pas que la réponse est facile, mais voilà, parfois, en voulant bien faire, bah, le remède peut être pire que le mal. Il faut voir aussi, donc là j'ai parlé des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques autour de la désinformation. C'est toute une économie, la désinformation. Déjà parce que là j'ai parlé de la désinformation et de ses enjeux, conséquences politiques. Il y a aussi les faux avis Amazon. Vous avez des entreprises que les influenceurs utilisent pour avoir faussement des millions de likes sur un post, etc. Et donc des entreprises qui sont spécialisées voilà, savent utiliser les algorithmes pour rendre un contenu plus viral, augmenter la visibilité de certains contenus. Donc, il y a aussi toute une économie de la désinformation. Et si on veut lutter contre la désinformation, eh bien, essayer de démonétiser la désinformation, ça peut être une piste assez intéressante. La Commission européenne en avait un peu parlé. Il y a quelques textes qui ont été adoptés, mais c'est sans doute peut-être un petit peu l'angle mort des mesures qui sont prises actuellement. Donc, il y a énormément d'entreprises qui sont spécialisées, ce qu'on appelle parfois des fermes à clics, etc., avec des robots qui sont chargés voilà, de cliquer à tout va, de mettre des avis, de mettre des faux commentaires sous des articles d'opinion, etc. Il y a beaucoup de. Voilà, et qui paraissent assez vraisemblables. Et avec les IA génératifs, c'est très facile de dire, de bombarder de commentaires orientés sous un article. Donc, voilà, c'est sûr que là, il y a quand même un vrai sujet. Je mets à part parce que c'est pas le sujet du jour, mais les réseaux sociaux sont pas le seul vecteur de désinformation. Il faut ajouter, mais là c'est notre paire de manches juridiquement, tout ce qui est communication électronique, WhatsApp, etc. Et même les boucles privées de discussion sur les réseaux sociaux, les discussions privées sur Facebook et autres, etc. Où là, il y a un principe de confidentialité des communications qui s'applique
Mais ça peut être des vecteurs aussi importants de désinformation. Je sais pas si il y a eu des drames, par exemple, en Inde, où des femmes ont été tuées sur la place publique parce qu'elles avaient été accusées d'avoir commis un certain nombre de crimes sur des enfants, ce qui était complètement faux. Et la rumeur s'était diffusée par WhatsApp. Voilà. Et le gouvernement avait proposé un projet justement pour remettre en cause la confidentialité, le chiffrement de bout en bout des messageries, de pouvoir y accéder. Sauf que vous voyez, là, on arrive aussi sur un autre terrain où voilà, c'est quand même un principe important. Euh, Ça, c'est encore un autre sujet. Ça se régule pas de la même façon que les réseaux sociaux. Encore un problème, parce que évidemment le tableau est déjà un peu sombre, mais il peut l'être encore plus. Vous avez vu, personne n'est pu passer à côté de l'irruption assez massive des IA génératives. Ces photos de Donald Trump qui fait un pique-nique sur la plage avec Angela Merkel ou de Macron avec un gilet jaune enfin, voilà, tout ce qu'on veut, donc, ou du pape en doudoune, enfin voilà. Donc ça c'est assez drôle, mais pour le coup, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui pensaient que ces images étaient vraies, et donc avec ces IA génératives, que ce soit pas, c'est l'idée, hein, une photo vaut 1000 mots, eh ben, vous voyez, on peut faire circuler une photo et on peut faire voilà, accréditer toutes sortes, on n'a même plus besoin de dire quelque chose de faux, on crée une fausse image, on la diffuse massivement. Et donc, bah voilà. Donc, vous voyez, pour la lutte contre les manipulations de l'information, elle se joue sur tous ces sujets. Alors, qu'est-ce qui a été adopté comme texte qui commence un petit peu à se mettre en place et quelles sont les limites aussi de ceci? D'abord, régulation de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Euh, il y a eu le règlement sur l'intelligence artificielle là, qui a été adopté en 2024 et qui fait un cas particulier, donc vous savez, qui régule l'IA à haut risque. Donc il y a des IA interdites parce que c'est inadmissible socialement, la notation sociale, enfin, voilà, des choses comme ça, des techniques subliminales qui manipulent les consciences et comportements, enfin, voilà, IA interdite, contraire aux valeurs européennes. Des IA dites à haut risque, c'est-à-dire les IA qui peuvent porter atteinte à la sécurité, à la santé ou aux droits fondamentaux, et puis les IA dites à faible risque, où là, on incite des bonnes pratiques, des codes de conduite. Donc, le règlement voilà, régule l'IA à haut risque. Et s'agissant des IA génératives, il y a une disposition spéciale qui, donc, c'est de l'IA à haut risque, et donc à ce titre, il y a des exigences voilà, voilà, pour essayer d'éliminer corriger le plus possible les biais, etc., qui peuvent résulter de, voilà, un mauvais entraînement des modèles, gouvernance des données et autres. Et donc, il y a aussi des dispositions spécifiques de transparence pour dire que, il y a le cas des deepfakes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a on a fait dire à des anciens présidents américains des choses sur, voilà, c'est très bien fait, c'est très bluffant. On prend la voix d'une personne, on prend l'image, et puis on fait. Franchement, il y a eu beaucoup d'arnaques au président. Je ne sais pas si. Alors, il y a l'histoire du malheureux Brad Pitt, là, même si c'était pas le truc le plus. Voilà. Mais de fait, vous voyez que les gens se font avoir. Là, la malheureuse dame va sur tous les plateaux en disant que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Peut-être. Mais il y a eu aussi des arnaques très importantes, parce que vous pouvez avoir une réunion Zoom, il y a eu des employés qui ont versé des fonds parce qu'ils étaient en Zoom avec celui qui pensait être leur patron. Parce que c'est très bien, avec juste une image, et donc une personne derrière qui n'a rien à voir, mais avec l'image, franchement, copie conforme. Je l'ai vu en direct, vous mettez derrière et vous dites je veux être telle personne, vous avez la même voix, la même et donc qui ont débloqué des fonds parce qu'ils avaient leur patron sur Zoom qui dit bah tu verses voilà tant de millions sur tel compte, etc. Donc là, ça devient quand même aussi un sujet, et c'est pour le coup, c'est très déstabilisant parce que c'est très bien fait. Et si c'est très bien fait aujourd'hui, ça le sera encore plus à brève échéance. Donc, il y a une obligation dans le règlement IA qui a un marquage visible pour dire attention, c'est un faux, c'est généré artificiellement, il faut que ce soit voilà. Mais bon, c'est les exigences qui valent dans l'Union européenne, donc sortie des frontières européennes, voilà. Il y a aussi des dispositions, mais je vais y revenir sur du DSA, donc c'est le Digital Services Act, règlement européen sur les services numériques, qui régule notamment les réseaux sociaux. Et il y a aussi l'obligation de recourir à un marquage bien visible pour montrer que un élément d'information, ça peut être une image, un contenu audio, vidéo, etc., a été généré, manipulé, notamment quand il ressemble très nettement à des objets, des personnes, etc., et que ça peut apparaître à tort comme un contenu authentique.
Donc, il y a un premier champ qui est la régulation de l'intelligence artificielle. Deuxième champ, c'est la régulation des plateformes, parce que effectivement, les fausses informations, bah, c'est pas nouveau, hein. Des gens qui racontent n'importe quoi, etc. C'est pas, ça date pas de 2018 ou de 2020. Le fait est que quand vous dites ça à votre entourage dans un repas de famille, bon, bah, voilà, c'est pas forcément dramatique. Le problème en devient un quand vous avez un auditoire sur des millions et des millions, voire des milliards de personnes. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus problématique quand un contenu manipulateur, en quelque sorte, prend une telle ampleur. Donc là, bon, bah, il y a déjà des dispositions, des lois sur la presse, des dispositions dans le code électoral pour sanctionner ça. J'ai parlé de la loi de 2018. La loi de 2018 n'oblige pas à retirer les contenus avec la fausse information au sens où on l'a défini. En revanche, elle essaye de limiter la viralité de ces contenus. Est-ce que, en fait, vous connaissez un peu le principe des réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas tous sur le même type d'algorithme, euh, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et quand on disait déjà il y a 20 ans, aux 20 heures, on parle que de ce qui ne va pas parce que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Là aussi, il est prouvé qu'une fausse information va être plus virale qu'une information vraie parce que elle va attirer l'attention et donc elle va être plus vite relayée. Et ça, c'est les algorithmes, notamment des réseaux sociaux, notamment américains. Les algorithmes chinois, tu as cité TikTok, fonctionnent un peu il y a, sur d'autres ressorts, même si évidemment ils exploitent aussi celui-ci. Et donc, l'idée, c'est pas de censurer des contenus problématiques, mais en tout cas, d'essayer de les rendre moins visibles, en tout cas d'en limiter la viralité. Et la loi de 2018, elle essaye de limiter la diffusion secondaire de ces contenus. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de les retirer. En soi, voilà, si peu de gens voient ces contenus-là, on peut se dire que le risque est quand même assez limité. Donc voilà, la loi de 2018 impose aux plateformes bah, de faire attention à leurs conditions générales d'utilisation, à essayer de voilà d'avoir une information claire pour les utilisateurs et pour essayer de limiter l'effet d'amplification algorithmique. C'est contre ça qu'on essaye de lutter. Euh, un autre point aussi sur ces obligations qui concernent les plateformes. Alors, il y a toute une série de textes qui ont été adoptés. Je parlais du donc en droit de l'Union européenne, donc il y a plusieurs textes qui ont été adoptés. Alors, je ne vais pas revenir sur des dispositions un peu spécifiques, notamment sur les structures électorales. Il y a toutes des règles sur la protection des infrastructures critiques. Ça passe aussi le cadre de filtrage des investissements directs étrangers. Il y a des choses aussi en cybersécurité, mais je ne vais pas forcément entrer sur ce terrain-là, mais pour essayer parce qu'évidemment, si vous rentrez sur... Il y a eu beaucoup de campagnes de désinformation, par exemple, avec des hackers qui ont piraté les comptes de réseaux sociaux. Donc voilà, avant le DSA, donc il y avait ce code européen de bonnes pratiques en matière de désinformation. Qui a eu des résultats mitigés, certaines jouaient le jeu, parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi qu'il y a des plateformes qui ont un intérêt réputationnel à pas laisser non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que si un réseau social devient vraiment vous voyez, si vous, enfin, il peut y avoir un désintérêt des utilisateurs si vraiment il n'y a aucune modération dans les contenus. Donc, les plateformes ont aussi un intérêt, même si elles peuvent changer. Tu as parlé du changement, on dit pas à 180 degrés, mais changement radical de la politique de modération sur Meta, où on est passé de voilà d'une politique de modération très stricte à là, voilà, non, liberté d'expression, on ne modère plus, on laisse tous. Donc voilà, il peut y avoir aussi des changements de la même façon qu'entre Twitter et X, avec la reprise par Elon Musk, il y a aussi une réorientation dans la conception que la plateforme se fait de sa politique de modération. Ce qui est sûr, c'est que le DSA, il y a plusieurs. Alors, le DSA, c'est comme le règlement IA, hein, c'est une réglementation asymétrique. On ne régule pas tout, on régule par les risques plutôt que par les droits. Enfin, voilà. Donc, on va réguler les risques les plus importants et le DSA ne régule pas toutes les plateformes. Elle a des obligations plus contraignantes pour les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne, donc 45 millions d'utilisateurs actifs. Ça
peu compliqué à calculer, enfin, peu importe, c'est pas sûr. On voit à peu près de quelle plateforme il s'agit, même si certaines contestent cette qualification, il y a des contentieux en cours en ce moment. Donc, article 34, 35, 36, qui prévoit des différentes obligations. Vous allez voir, c'est plutôt des obligations de compliance, c'est plutôt une obligation de moyens plutôt que de résultats. Donc, ce qui est prévu dans le DSA, encore une fois, pour les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne, c'est déjà une analyse des risques. Il faut que ces plateformes analysent, évaluent tous les risques systémiques, c'est-à-dire à grande échelle, qui peuvent se produire du fait de l'utilisation, même abusive, de leurs services. Et essayer d'adapter leurs algorithmes en fonction de l'utilisation raisonnablement prévisible de leurs services. Elles doivent donc identifier ces risques. Et donc, il y a plusieurs risques qui sont cités par le DSA, et en particulier tous les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique, les processus électoraux, la sécurité publique. Vous avez aussi les risques liés donc à l'utilisation de leurs services, hein, notamment s'il y a un risque sur la santé publique, les mineurs, des conséquences sur le bien-être physique et mental des personnes, sur les violences à caractère sexiste, raciste et autres. On sait par exemple que ben voilà, il y a des contenus promouvant une certaine image des adolescents dont on sait que voilà, ça a eu un impact très fort sur l'image que pouvaient avoir beaucoup d'adolescents. Je renvoie à tout ce qui a été dit au moment de la lanceuse d'alerte, la Frances Haugen, qui disait bah, voilà, que c'était assumé voilà, de présenter l'image de jeunes avec voilà, un certain physique, etc., et qui avait eu des risques très, enfin, des conséquences très violentes pour un certain nombre d'adolescents. Donc, il faut évaluer ces risques-là, ces risques systémiques, et adapter, et ensuite prendre ce qu'on appelle des mesures d'atténuation. On ne leur demande pas de supprimer les contenus, on ne leur demande pas qu'il n'y ait aucun contenu de nature à avoir ces risques-là. On leur demande, un, d'identifier les risques, et deux, de prendre des mesures d'atténuation. Et donc là, il y a plusieurs mesures qui sont listées voilà, donc il faut qu'elles adaptent leur système algorithmique, qu'elles adaptent leurs conditions générales d'utilisation, leur politique de modération. C'est pas forcément supprimer ou censurer des contenus, il y a beaucoup de façons de les rendre, de les invisibiliser en réalité. Et à la limite, un contenu invisibilisé ne présente plus de risque systémique en soi. Il y a aussi une disposition, mais bon, on ne sait pas trop comment ça va s'appliquer, de mécanismes de réaction aux crises. Voilà, en cas de menace vraiment imminente, la Commission peut demander aux plateformes de prendre des mesures efficaces, proportionnées, etc. Alors, vous voyez, il n'y a pas, encore une fois, pas d'obligation de résultat. Les plateformes doivent démontrer qu'elles ont fait cette étude de risque, qu'elles ont pris des mesures proportionnées et adaptées. Voilà. Non, évidemment, un des sujets importants, c'est la question de l'application. En parallèle de ça, il y a deux autres textes peut-être qui méritent d'être mentionnés. Je vais essayer de ne pas être trop long, je m'arrêterai là-dessus. Il y a eu un règlement de 2024, le Media Freedom Act, qui essaye de favoriser le pluralisme des médias. Donc, il y a beaucoup de sujets sur la question du financement des médias, mais aussi la volonté de créer des liens, un dialogue structuré, nous dit le texte, entre les médias, les plateformes, pour essayer de proposer des contenus de qualité et que les plateformes relaient les contenus de qualité. Donc, voilà, pour essayer de protéger les utilisateurs de contenus préjudiciables et en particulier la désinformation. Un deuxième texte aussi que je voulais citer, je vous parlais tout à l'heure des pratiques de micro-ciblage politique. C'est un règlement de 2024 sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique. Donc, c'est des règles, notamment des obligations de transparence pour tout ce qui est publicité à caractère politique, contenu sponsorisé à caractère politique, pour que les utilisateurs qui reçoivent ce type de contenu sachent que c'est un contenu qui a été financé par des entreprises, financé même par des partis politiques, etc., que c'est un contenu sponsorisé. Donc des obligations aussi de transparence, parce que, encore une fois, la technique du micro-ciblage politique devient un élément incontournable maintenant dans les campagnes électorales. Et donc, là aussi, il y a un point d'attention particulier sur tout ce qui est publicité à caractère politique. Et là, on revient sur les enjeux un petit peu de démonétisation
de la désinformation. Et il faudrait peut-être aller plus loin. La Commission avait parlé de sanctions financières pour des entreprises qui participent à des opérations d'influence ou d'ingérence étrangère, notamment. Alors, il y a eu une loi qui a été adoptée en France en juillet dernier visant à prévenir les ingérences étrangères, qui ajoute des dispositions à la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique et qui, pareil, oblige à déclarer tous les éléments, toutes les activités d'influence, c'est à la HATVP, voilà, tout ce qui résulte d'une influence étrangère. Voilà. Il va falloir voir aussi comment c'est adopté. Et finalement, au fond, pour essayer de conclure sur une note un peu optimiste, l'idée n'est pas de supprimer tous les contenus qui sont évidemment, ni même de les invisibiliser. Le sujet principal, c'est d'avoir une éducation aux médias de tous, hein, évidemment, dès le plus jeune âge. Il suffit déjà, on sait tout ce que peut faire une IA générative, tous les effets d'amplification algorithmique. Voilà. Donc ça, il y a quelques heures d'éducation aux médias dans les collèges qui est prévue. La loi SREN de 2024, c'est sécurisation de l'environnement numérique, prévoit une pluralité de choses et notamment de renforcer cette éducation au numérique, notamment pour sensibiliser les plus jeunes aux éléments de désinformation, notamment avec les IA génératives, avoir des comportements responsables sur Internet, parce que là, je parle pas de toutes les formes de cyberharcèlement, de tout ce qui existe. Mais donc, voilà, le sujet, malheureusement, se limite pas à la question de la désinformation. Mais dans cet élément d'éducation aux médias, il y a le fait, effectivement, d'être respectueux du droit à l'image d'autrui, de tout ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses un peu graves aussi qui se passent en parallèle. Et aussi est inclus un élément de lutte contre la désinformation. Et donc, voilà, dans une société avec un pluralisme des médias où les citoyens sont conscients de ces enjeux. Après, évidemment, en démocratie, le mieux qu'on puisse faire, c'est de permettre aux gens d'accéder à des sources d'informations fiables, pluralistes, en complément, parce que si on se limite à l'application du DSA, ce sera largement insuffisant et sans doute même inefficace. J'ai été trop longue, j'ai beaucoup parlé. Je reste évidemment disponible si vous avez des questions. Je regarde. On passe du coup directement aux questions. Donc, Je regarde le chat. donc on va passer aux questions, donc y compris les personnes qui sont en ligne, qu'ils n'hésitent pas à lever la main ou à écrire leurs questions sur le chat. Mais on va commencer par les questions de l'audience. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent s'entretenir sur certaines, nous demander des précisions, n'hésitez pas. Bon, je vais commencer avec une question, du coup, ça va peut-être lancer. Est-ce que tu pourrais préciser, parce que je pense que c'est important, ce que tu entendais par démonétisation de l'information? Oui, alors il y a plusieurs sujets. Il y a enfin beaucoup, un certain nombre de sites ouvertement complotistes ou qui relaient un certain nombre de théories qui sont financés par de la publicité. Alors, une des mesures pourrait être de limiter les sources de revenus de ce type de site Internet. Là, c'est pas forcément des réseaux sociaux. Ça peut être de réguler toutes les entreprises qui sont spécialisées dans dans la diffusion voilà, toutes les fermes à bottes qui permettent voilà, de rendre faussement virale une information de façon artificielle. Je citais l'exemple des influenceurs, mais il y a beaucoup d'entreprises qui recourent à ça, à des services où voilà, vous payez pour avoir un certain nombre de likes, pour être partagé par des faux utilisateurs, etc. Donc là, il peut y avoir un sujet, voire même pourquoi pas sanctionner financièrement des entreprises qui se livrent mais encore une fois, avec les difficultés de la nuance entre influence qui est autorisée et manipulation, mais des entreprises qui vraiment passeraient les lignes. Et il y a malheureusement un certain nombre d'exemples dans l'actualité qui montrent ça. Et vous avez des entreprises qui viennent voir des chefs d'État qui disent vous voulez discréditer un opposant, bah là, lui, c'était tant de millions. Bah, voilà, et puis, bah,
voilà, bah, vous payez, puis dans ce cas-là, on va diffuser des images de votre opposant politique dans des situations compromettantes. Voilà, s'il a telle opinion, on va montrer que sa vie privée, vrai ou faux d'ailleurs, hein, mais il y a beaucoup de. Maintenant, ça fait partie des pratiques politiques qui existent. Hein. Vous pouvez payer des entreprises pour discréditer un opposant et le faire à grande échelle. Donc voilà, peut-être que là, il y a aussi des sanctions qui peuvent être envisagées. Alors c'est vrai que les plateformes ont toujours revendiqué un rôle de simple intermédiaire, alors qu'on peut vraiment discuter, et qui fait que avant le DSA, elle existe toujours encore, il y a une directive commerce électronique qui fait la distinction entre des hébergeurs de contenu et des éditeurs de contenu. Et les éditeurs de contenu, si vous ouvrez, je sais pas, alors, ça peut être les journaux, etc. Les éditeurs de contenu ont une responsabilité éditoriale sur les contenus qu'ils publient. En revanche, les plateformes ont toujours dit, mais nous, c'est pas nous qui avons créé le contenu, nous, on se contente de le relayer. On les héberge. Donc, elles se sont toujours exonérées d'une obligation générale de surveillance en disant on ne fait que les relayer. Ce qui est vrai et faux parce que avec les effets d'amplification algorithmique, dire que c'est juste un simple relais, c'est un peu court. Mais et alors, vous avez commencé votre intervention avec, et ça, le DSA remet pas en cause hein, cette absence d'obligation générale de surveillance des contenus par les plateformes. Il y a peut-être un élément d'espoir, quand vous disiez la bataille judiciaire et juridique. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière, enfin la précédente élection américaine où Joe Biden a gagné, donc Donald Trump avait accusé voilà, manipulation, information, etc. Et sur des chaînes comme Fox News, etc., ils avaient relayé l'idée qu'il y avait eu des trucages, des machines de vote, qu'il y avait un problème que c'était dans la façon de comptabiliser les votes. Et les fabricants de ces machines ont fait un procès, mais vraiment historique, aux journalistes et à la chaîne Fox News qui avait voilà, relayé sans nuance cette information qui, pour le coup, était fausse. Et alors, j'ai plus la somme astronomique à laquelle ils ont été sanctionnés. Et c'est vrai qu'on se dit qu'aux États-Unis, la sanction, comme souvent, ils régulent un peu moins en amont. Par contre, en judiciaire, le jour où ça marche, ça fait quand même mal en termes indemnitaires. Et donc peut-être qu'une forme de responsabilisation des éditeurs de contenu peut venir du juge si effectivement on peut dire qu'il peut y avoir des dommages, y compris bah, là les fabricants des machines de vote. Et je pense que là, pour le coup, ça a un effet disciplinant. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes, hein, mais en tout cas, déjà, pour des médias qui seraient tentés de relayer ce type de fausses informations qui pourraient, voilà, peut-être des choses. Alors, c'est propre aussi au contentieux américain, à voilà, la façon dont il fonctionne avec des indemnités très élevées. On n'est pas sur des montants similaires, notamment en France, mais pourquoi pas? Ça peut être peut-être une piste aussi par une responsabilisation par le. Oui, oui. Donc la question portait sur les questions de droit d'auteur en lien avec l'intelligence artificielle et le fait que beaucoup de modèles d'IA ont été entraînés. C'est le cas de ChatGPT ou c'est le cas de beaucoup d'IA génératives enfin, de façon un peu sauvage sur des données. Alors c'est difficile d'évaluer exactement comment, mais à partir effectivement de contenus qui sont allés voilà, pêcher très largement sur Internet sans respecter toujours RGPD et autres, les droits d'auteur, droits de propriété intellectuelle, etc. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un juge américain, et notamment, je crois que c'est sur ChatGPT, qui avait entraîné notamment avec toutes les données des journaux, des articles, etc. Il y a plusieurs éditeurs de presse qui avaient fait un recours en disant, mais ça, c'est des contenus éditoriaux qu'on a publiés. C'est un peu facile, hein, vous entraînez vos modèles comme ça. Et ça, le juge a estimé, après, c'est pas une solution qui a une portée mondiale, mais qui avait quand même dit qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits, notamment d'auteur des journalistes. Ça, c'est une question qui est compliquée à plusieurs niveaux, parce qu'effectivement, ils sont un peu menacés parce que on entraîne des modèles, notamment voilà, sur des contenus qui peuvent être protégés par le droit d'auteur et autres. Euh,
On utilise parfois, vous pouvez avoir une réplique copie conforme en IA d'un acteur, d'un chanteur. Je ne sais pas si vous avez vu tous les contenus euh, faussement repris par des artistes où les artistes commencent à dire mais attendez, c'est pas moi, moi j'ai pas fait ça et on reprend son image, sa voix, son voilà. Et puis, vous avez le troisième degré qui est que, effectivement, maintenant, on peut générer un livre très facilement. Vous dites, ah, voilà, je veux un livre qui plaît à telle catégorie de personnes, avec, vous mettez un petit peu de ça dedans, un petit peu de ça dedans, et ça fait voilà, des scénarios, des livres, des films, des musiques totalement générés par IA. Il y a même eu un prix international de photographie qui a été attribué à un photographe qui avait généré des photos par IA sans le dire pour montrer que voilà, tout le monde peut se. Voilà, certaines choses sont très bien faites. Donc ça, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Il y a des éléments, hein. Il y a des directives qui ont été prises au niveau européen, SMA sur les médias audiovisuels, vraiment pour le respect du droit d'auteur. C'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est portée sur ces sujets en Europe. C'est pas le cas partout. Vous avez eu une grève à Hollywood historique hein, pendant des mois et des mois pour alerter sur voilà, des métiers qui n'existeront plus, hein, tous les scénaristes, etc., avec les IA génératives. Ça, la question se pose malheureusement pour toutes les professions, hein. Là, on est dans un cadre juridique. Il y a eu un rapport du Sénat il y a quelques jours sur les métiers du droit et les IA génératives. Là aussi, c'est un vrai sujet, hein. Il y a beaucoup d'avocats, de professions qui recourent à ChatGPT avec des choses qui commencent à devenir quand même assez, y compris sur la version gratuite. Enfin, je sais pas si, voilà, si vous apprenez un peu à l'utiliser, bon, il y a des hallucinations, il y a des choses complètement fausses, etc. Mais il y a des choses aussi assez bluffantes. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir, il y a un certain nombre de professions qui vont devoir un peu comme les métiers de la traduction il y a quelques années où on voit bien, c'est assez spectaculaire ce qu'arrive à faire dans les modèles de traduction automatique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de professions qui vont devoir un peu se repenser. Ces outils existent, donc c'est un vrai sujet. Une observation sur le danger du contrôle des contenus des réseaux sociaux ne conduirait-il pas à la limitation de la liberté d'expression, voire liberté de conscience et voilà. Mais est-ce qu'on et les sanctions. Alors, il y a plusieurs questions sur sur les dangers de la liberté d'expression et d'opinion. Ça, c'est sûr que c'est le danger principal. Le- c'est pour ça que de toute façon, il n'y a pas à part les contenus expressément illicites qui correspondent à des infractions pénales, il n'y a aucune obligation de supprimer ces contenus. Et encore une fois, on est face à des acteurs privés qui adoptent eux-mêmes leur propre politique de modération. Donc parfois, ça peut être de mettre une petite vignette pour dire attention, ce contenu est susceptible d'être un peu discuté. Certains vont adopter d'autres outils. Mais donc, encore une fois, c'est des acteurs privés qui définissent, alors plus complètement unilatéralement, mais quand même un petit peu sous le regard, disons, de certaines autorités, mais qui définissent leur politique de modération. Donc, et avec toujours effectivement ce risque en parallèle d'une atteinte excessive à ces libertés. C'est pour ça que je commençais par rappeler la décision du Conseil constitutionnel sur ces sujets. Et puis l'autre question, sanctions qui impactent l'intégrité d'un individu. Alors là, il y a des incriminations en matière pénale qui existent, hein, la diffamation, l'injure publique, les faux cyberharcèlement. Il y a eu toutes des choses aussi qui ont été adoptées en France sur ce qu'on appelle le revenge porn. Parce que voilà, ça fait partie des choses qui en effet portent atteinte non seulement à l'intégrité, mais voilà, beaucoup de droits sur les individus. Donc
on essaye de lutter contre ça. Après, c'est pas toujours évident parce que même pour des infractions pénales assez graves, vous avez des plateformes qui refusent de jouer le jeu avec les autorités judiciaires, qui font tout ce qu'elles peuvent pour traîner des pieds, quand même quand vous avez des injonctions de juges, etc. En disant, mais nous, on relève d'une juridiction étrangère, on n'a pas. Donc, vous avez des plateformes qui coopèrent, même si elles n'ont pas forcément envie de le montrer, mais qui jouent plutôt le jeu. Et d'autres où vous avez des contenus. Moi, j'ai pas mal travaillé avec des, des différentes formes de, de gendarmes ou de services judiciaires spécialisés dans tout ce qui est cybercriminalité. Ils se heurtent. S'il faut mettre en œuvre tout un mécanisme de coopération internationale pour aller arrêter un hacker qui est, même en Europe, vous voyez, pour aller essayer de mobiliser les autorités bulgares, prendre un interprète, etc., pour aller arrêter une personne qui est, en plus, qui peut être un ado de 16 ans dans son garage. Enfin, vous voyez, donc c'est très compliqué. Parce que là, on se heurte à l'enjeu un peu de territorialité dans l'application du droit et le fait que très souvent, alors on peut avoir du cyberharcèlement au sein d'un établissement scolaire avec une personne qui est à côté, mais vous avez aussi beaucoup de hackers et de personnes qui sont responsables de ces contenus qui sont loin. Et là, pour mettre en œuvre tous les mécanismes de coopération, d'entraide judiciaire, c'est plus compliqué. Et des plateformes qui jouent pas toujours le jeu, qui veulent pas toujours révéler l'identité qu'il y a derrière un compte ou un tweet. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Toute la difficulté. Oui, quel équilibre entre réguler ces fausses informations et puis les exigences propres voilà, sans annihiler la liberté d'expression, la liberté d'opinion, etc. Euh, bah, là, comment dire, c'est des jurisprudences assez classiques finalement qui s'appliquent sur. C'est assez rare les cas où le juge a validé des mesures euh, qui limitent. Il y a quelques exemples sur des spectacles qui pouvaient porter des troubles à l'ordre public, etc. C'est un petit peu le même équilibre qu'on essaye de trouver en ligne. Encore une fois, il n'y a pas de censure des contenus. Alors, un des mécanismes prévus par le DSA, c'est de dire on va passer par des signaleurs de confiance. C'est-à-dire que c'est pas une autorité publique qui va demander le retrait d'un contenu. Nous, on peut, en tant qu'utilisateur, signaler un contenu, mais ça implique pour le coup une politique de modération très forte de la part des plateformes. Et ce système de signaleurs de confiance, c'est des intermédiaires, c'est-à-dire des entités de la société civile ou autres qui sont spécialisées dans la protection de certains cybermalveillance.gouv.fr, des choses comme ça, qui vont être labellisés signaleurs de confiance et auxquels les plateformes vont devoir accorder une attention particulière par rapport au contenu. Mais donc voilà, on essaye de trouver, peut-être en passant par le système de tiers de confiance, des solutions pour trouver cet équilibre qui est effectivement délicat à trouver. L'IA ne peut pas être bénéfique dans le monde. Alors, bien sûr, l'IA, c'est des potentialités. Là, j'ai parlé que des aspects des informations, mais bien sûr que, notamment en médecine, il y a et même au-delà, hein, il y a des choses tout à fait extraordinaires qui vont émerger par l'IA si elle est bien faite, si elle est responsable, si elle est bien entraînée, si elle n'est pas biaisée. Donc, c'est un petit peu l'objet du règlement sur l'IA, où là, l'équilibre de ce règlement, c'est toujours jusqu'à quel point on régule sans trop annihiler l'innovation, ce qui est, voilà. Euh, L'Europe est accusée de trop réguler et d'inhiber un petit peu l'innovation de ce point de vue-là. Et est-ce que vous pensez que donner des cours de traduction à certaines universités? Ouais. Ben, je ne sais pas si vous avez posé la question avant ou après que j'évoque cette question. Ben, ça fait partie, oui, c'est sûr, de ces professions
Enfin, voilà, vous pouvez faire des réunions Zoom avec 10 personnes qui parlent 10 langues différentes avec des outils de traduction en direct, automatique, des traductions écrites. Alors, ce qui pose quand même un sujet, surtout dans l'Union européenne où il y a quand même la problématique du multilinguisme, c'est que vous avez les modèles de traduction, les IA en matière de traduction sont très très performantes sur les langues les plus courantes. Sur l'anglais, voilà, c'est évidemment parfait. Sur l'espagnol, le français, ça va encore. Bon, c'est un petit peu plus difficile si vous allez chercher des langues un peu moins parlées et donc où les modèles sont un peu moins entraînés. Ce qui les protège, par exemple, on parle toujours du modèle finlandais, par exemple, en matière de lutte contre la désinformation, avec des citoyens qui participent activement, etc. Bah, c'est plus difficile de faire de la désinformation en finlandais qu'en anglais, en fait, hein, parce que déjà, il faut faire de la désinformation, il faut bien connaître une culture, parce que la désinformation, encore une fois, essaye de cibler les clivages qui existent au sein d'une société et de les amplifier. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu pendant la période pré-JO, etc., s'agissant de la France, mais chaque société a ses propres problématiques. Donc, c'est horrible de dire ça, une bonne désinformation passe par une bonne connaissance des sociétés et une bonne maîtrise de la langue. Et c'est vrai qu'on remarque que dans les pays avec des langues qui sont moins couramment utilisées à l'échelle internationale, il y a moins de désinformation parce que les traducteurs sont moins bons. Euh, et, et ce qui pose aussi, par exemple, sur les langues régionales ou d'autres sujets, il y en a qui sont très inquiets parce qu'ils se disent qu'effectivement, avec cette standardisation un peu des formes de traduction par l'IA, les petites langues moins parlées, les langues régionales, etc., vont être complètement mises de côté. Parce que moi, je vis en Bretagne, si vous essayez de traduire quelque chose en breton, ce sera peut-être un peu moins performant que, que si vous voulez traduire un texte en anglais ou en espagnol. Donc là aussi, il y a un sujet pour éviter les biais. Question? Est-ce qu'on peut citer un IA à l'université en France dans une bibliographie d'un travail ou en note de bas de page? Non, c'est pas bien. Alors, il n'y a rien qui l'interdit formellement. Si on l'utilise, autant le dire, hein, pour le coup. Après, c'est pas très courant, mais la question va se poser inévitablement. Il y a des questions, effectivement, alors, questions de citation, et les questions oui, un peu de plagiat, de reprise. Voilà, comment est-ce que c'est un sujet. Moi, mon opinion mais c'est personnel et il n'y a pas encore de règles là-dessus, c'est de dire qu'il faut entraîner les étudiants en droit. De toute façon, les IA génératives, elles vont exister. Les avocats les utilisent déjà, pas que les avocats, hein, mais les professions judiciaires. Forcément, ça va arriver. Donc, il faut éviter, et le règlement IA, on parle d'ailleurs, on appelle ça les biais d'automatisation. C'est-à-dire la tendance à faire une confiance excessive à la machine. On a vu ces cas-là, par exemple, je ne sais pas si un juge a un algorithme de prédiction de la récidive, ou si un médecin, dans certains cas en médecine, vous avez effectivement des IA en médecine qui sont assez performantes pour détecter des pathologies, pour l'aide au diagnostic, l'aide à la décision. La question et le règlement IA, ça répond un peu incidemment à la question suivante sur réguler l'IA. La question, c'est le règlement IA dit il faut, alors déjà, et toutes les règles éthiques disent le truc le plus important, c'est de garantir l'autonomie humaine et qu'il y ait toujours un humain dans la boucle, qu'il n'y ait pas qu'il y ait des décisions en quelque sorte augmentées par l'IA, mais pas autonomes. Après bancaire, le banquier va évaluer votre solvabilité, il y a une IA qui va tourner. L'enjeu, c'est qu'il puisse, lui, derrière, dire oui ou non, en définitive, quel que soit le résultat de l'algorithme. Alors, c'est bien de le décréter, de dire il faut qu'il y ait un humain dans la boucle qui, à un moment du processus de décision, intervient. Sauf que le biais d'automatisation, c'est cette tendance à faire une confiance excessive dans la machine. Si vous êtes juge et qu'on vous dit, bah voilà, telle personne, elle a 80% de chances de récidive, on vous dit, mais vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez le libérer, pas de souci. Et prendre la responsabilité
prendre une décision différente. Surtout comme je veux dire, nos générations, on n'est pas forcément toutes de la même génération, mais on n'est pas forcément très, très habitué à ces décisions avec potentiellement augmenter, alors j'aime pas trop le terme, mais utilisons celui-là pour la clarté des choses, vous pouvez tendance à dire, ah bah oui, mais la machine, elle a quand même calculé, pris en compte tous les paramètres, est-ce que moi j'ai bien pris en compte tous les paramètres? Un médecin de la même façon, si une IA assez performante lui dit, bah voilà, c'est tel traitement qui est le mieux, même si intuitivement il aurait fait autre chose, eh bien, se faire suffisamment confiance pour s'écarter d'une décision proposée par un ordinateur, c'est pas forcément intuitif. Et donc, pour revenir, moi, je serais partisane pour les étudiants en droit de dire, ben voilà, un cas qui a été traité par ChatGPT, vous, vous en pensez quoi? Corrigez-le pour pour reprendre le contrôle en quelque sorte dessus, l'utiliser comme un outil performant qui peut effectivement, dans certains cas, accélérer, avoir des effets d'optimisation, de performance qu'on n'aurait peut-être pas eu sans, mais en gardant une distance et en gardant une autonomie de raisonnement et en étant capable tous individuellement de s'écarter d'une décision proposée par la machine si on a le sentiment que c'est pas la bonne. Donc, c'est un petit peu ça, ce que le règlement parle de ce biais d'automatisation. Mais comment concrètement on fait pour lutter contre? Il ne suffit pas de le décréter par le droit pour que voilà, les individus arrivent à s'émanciper de ce biais-là. Donc, D'autres questions? oui, oui, c'est sûr qu'il faut penser la lutte contre la désinformation en lien avec des sources d'information de qualité et avec l'éducation aux médias. Il y a des statistiques qui sont un petit peu inquiétantes sur les sources d'information des Européens. Il y a l'Université d'Oxford qui, tous les ans, publie un rapport sur comment s'informent pays par pays les Européens. Alors, sur quelle source? Est-ce que c'est un journal papier? Est-ce que c'est des contenus numériques, des journaux en ligne, etc. Et en France, et on n'est pas les pires, en France, c'est à peu près 40% des personnes qui s'informent par les réseaux sociaux. Pas des journaux en ligne, qui s'informent par les réseaux sociaux. Donc, c'est pas du tout leur objet, effectivement. Les gens donnent leur opinion et tout, et pourquoi pas. Mais en soi, ce serait pas grave. Ça n'aurait pas ces conséquences-là si, bah, voilà, vous lisez un petit peu ce qui se passe, mais à côté de ça, vous avez des sources d'informations fiables, éclairées. C'est pour ça que je parlais du Media Freedom Act pour essayer d'avoir des médias suffisamment forts pour, même si avec des presses d'opinion, etc., chacun va lire ses sources d'information, mais en tout cas, plusieurs sources d'information libres, éclairées. Il y a des enjeux hein, sur le financement de la presse, l'indépendance de la presse, etc. Donc, il faut aussi effectivement agir sur ce terrain-là. Et puis, ben, responsabiliser les citoyens pour qu'ils voilà, qui comprennent que peut-être les réseaux sociaux, c'est très bien pour plein de choses, mais c'est peut-être pas la meilleure source d'information qui soit. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je pense que moi, la clé, c'est pas de supprimer les contenus qui vont pas parce qu'il y en aura toujours et que ça va générer des effets pervers. C'est vraiment de mettre à disposition des citoyens des sources d'information et les mettre le RGPD parle de logique d'empowerment, de les mettre en pouvoir d'agir. En démocratie, il n'y a que ça. C'est vraiment permettre aux citoyens voilà, par des sources de médias fiables, indépendantes, par un accès à ces contenus, leur permettre d'avoir des sources d'information fiables et faire que les réseaux sociaux servent à plein d'autres choses, mais pas à s'informer. Si déjà, ça, c'est vraiment la piste la plus, à mon avis, la principale, ce qui ne veut pas dire que ponctuellement, on ne puisse pas faire des choses pour modérer certains contenus. Mais juste modérer les contenus, ça ne suffira pas. Mais, oui, c'est un vrai combat. Une question éventuellement si euh, bon, on sait que l'Europe est vraiment à l'avant-garde sur la question de la lutte contre les désinformations, notamment par les réseaux sociaux et plus largement en ligne, et qu'elle a adopté, tu l'as expliqué, une législation assez robuste en la matière. Mais dans le même temps, on a des réseaux sociaux qui sont donc des plateformes numériques à envergure internationale.
Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que, justement, cette possible incohérence entre, et plus largement, un Internet qui est mondial et une législation qui est régionale, en ce sens-là, c'est toujours mieux au sens de plus efficace que national, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'évitement de la législation européenne par ces grandes plateformes numériques implantées souvent à l'extérieur de l'Europe, en tout cas dont l'origine ou le siège principal est à l'extérieur de l'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de forum shopping et dans quelle mesure il serait aisé pour les réseaux sociaux et ces plateformes-là d'échapper à la législation européenne pour se voir appliquer en réalité des règles beaucoup plus laxistes? Donc, au fond, première partie de ma question, c'est est-ce qu'il y a des législations ailleurs qu'en Europe qui sont tout aussi, voire plus efficaces sur la lutte contre la désinformation par les réseaux sociaux? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des stratégies d'entreprise de la part des réseaux sociaux qui peuvent assez facilement éviter la législation européenne et quand même développer leur contenu, leur contenu soit disponible en Europe. Hein, je pense aussi à TikTok aux États-Unis avec l'affaire pendant devant la Cour suprême des États-Unis où on imposerait aux États-Unis qu'il y ait, si j'ai bien compris, un siège américain et pas seulement un siège chinois pour TikTok. Et je me demande si il n'y a pas cet enjeu-là qui est potentiellement derrière. Ça, c'est sûr que les plateformes ont une puissance économique qui leur permet de rivaliser avec les États. C'est pour ça qu'on parle de souveraineté numérique, etc. Parce que les recettes d'un certain nombre de plateformes, c'est plus que le budget d'un certain nombre d'États dans le monde. Donc, elles ont une puissance de feu qui est considérable et qui leur permet, on l'a vu, de mener des bras de fer pour contester des réglementations. On a vu un bras de fer entre l'Australie et Meta, avec Facebook qui menaçait de tout couper, etc. On a vu un bras de fer récemment avec le Brésil, où c'est avec la plateforme X et Elon Musk, parce que le Brésil a voulu prendre des règles justement pour précisément sur ces sujets, où Elon Musk a refusé en disant hors de question, chez nous c'est comme ça, etc. Il y a plusieurs juges brésiliens qui sont montés au créneau, alors avec des solutions un peu surprenantes, qui avaient interdit l'accès à certains réseaux sociaux, qui avaient décidé de condamner financièrement les citoyens qui se connecteraient au service de la plateforme. Ouais, c'est un peu compliqué à faire appliquer. Donc, on est sur des solutions qui sont pas idéales. Là, l'Australie est en train d'adopter, alors est-ce qu'elle va l'adopter en l'état, c'est en cours, mais il y a quand même un projet de loi qui est en train d'être discuté pour interdire tous les réseaux sociaux aux mineurs de 16 ans. En dessous de 16 ans, c'est nocif. C'est comme, je sais pas, les cigarettes, machin, il y a des trucs qui sont pas bons pour la santé des, voilà. Et donc, qui veut interdire aux mineurs de 16 ans tous les réseaux sociaux. Donc, voilà. Bon, la force de l'Europe, c'est son marché intérieur. C'est que quand même 450 millions de consommateurs avec un niveau de vie pas négligeable. Les plateformes, je pense, ont pas du tout envie de se priver du marché européen. TikTok a menacé effectivement aux États-Unis parce qu'il y a une loi qui impose qu'il y ait un certain nombre de capitaux américains pour les entreprises. TikTok a menacé de couper son réseau social aux États-Unis. Je sais, les influenceurs qui sont dans la nuit catastrophique où ils ont cru perdre TikTok avec des témoignages d'adolescents en larmes, etc. N'empêche que le lendemain, le président Trump a décidé de suspendre l'application de cette loi. Alors, c'est pas totalement réglé parce que il faut prouver, parce qu'il y a une décision en effet de la Cour suprême américaine, et pour suspendre la loi, il faut prouver, le cas échéant en allant expliquer devant le Congrès, hein, c'est pas encore gagné, qu'il y a une procédure de rachat qui est en cours. Et à ce que je sais, la maison mère de TikTok, Biden, ça n'a pas du tout l'intention de se faire racheter en partie par des capitaux américains. Donc, c'est loin d'être terminé. Mais on voit qu'il y a quand même effectivement un bras de fer entre des États qui peinent à imposer leur réglementation face à ces acteurs qui sont devenus extrêmement puissants, que sont les plateformes numériques. Et tu parlais d'un Internet mondial, c'est vrai. Maintenant, dans les sujets un peu qui commencent à émerger, alors, est-ce qu'ils ont les moyens, l'envie, la capacité de le faire? C'est un autre sujet, je serais un peu plus sceptique. Mais la Russie ou la Chine disent, bah, nous, l'Internet mondial, c'est terminé, on va avoir notre propre système Internet, etc. Donc,
Là aussi, il y a une problématique sous-jacente sur l'utilisation des réseaux et il n'est pas complètement à exclure, même si j'y crois pas trop, en tout cas à court terme, je suis pas sûre qu'ils aient intérêt à le faire. Mais la Chine ou la Russie brandissent régulièrement le spectre d'avoir leur propre Internet. Voilà. Et donc de plus avoir un réseau mondial. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, la Chine prétend, jusqu'à quel point c'est vrai, pardon, que pour 6 millions, ça a coûté 6 millions, hein, DeepSeek. Donc, bon, a priori. Ce qui est vrai, c'est que quand il y a un modèle d'IA génératif qui apparaît comme ça, comme ChatGPT, elle est porteuse de valeur. ChatGPT, si vous posez une question à ChatGPT contraire à certaines valeurs américaines, il ne voudra pas vous répondre. Euh, j'ai- des utilisateurs ont testé DeepSeek en disant quel est le statut de Taïwan. DeepSeek a dit bah, c'est la Chine, ça a toujours été la Chine historiquement, en vertu du droit international public. Donc il y a tout un truc bah, juridiquement, voilà, ce sera un bon cas pratique pour, en disant les règles du droit international, l'intégrité territoriale, c'est la Chine. Donc voilà, on voit bien que ces IA génératifs sont porteuses de certaines valeurs. À l'inverse, vous demandez à ChatGPT de dire quelque chose de, je sais pas, enfin, je sais pas, de sexiste, de raciste, non, ça c'est pas bien. Effectivement, c'est pas bien. Mais enfin, voilà. Selon, voilà. Mais il y a une question de valeur en disant c'est bien, pas bien, c'est des questions de valeur. Donc, effectivement, la peur, c'est d'avoir un modèle d'IA génératif qui diffuse une certaine vision du monde, au fond. Et c'est pour ça qu'il y a cette concurrence pour faire émerger. Et en parallèle, il y a l'actualité un petit peu triste de notre Lucie européenne. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end où tout le monde a rigolé parce que une IA générative française où on a posé des questions, elle a dit oui, bah, les vaches pondent des œufs. Enfin voilà. Donc, c'est immense. On a une IA chinoise hyper performante qui arrive comme ça, qui a été créée en rien de temps, puis nous, on rame, et puis on arrive avec une IA qui nous explique que les vaches pondent des œufs et que, je sais plus quoi, enfin, les exemples, là, vous avez ça dans la presse. Donc, on se dit, bon, voilà. Après, bon, il faut pas non plus trop. Enfin, il y a aussi d'autres choses qui marchent bien en Europe, hein, donc il faut pas avoir un tableau trop négatif. Mais c'est vrai que pour en revenir, la dépendance à des solutions techniques étrangères est problématique. Elle est problématique pour plein de choses, en matière de guerre commerciale, en matière de protection des données, en matière de souveraineté, de protéger notre patrimoine économique, et pour les valeurs, parce qu'encore une fois, c'est une vision du monde aussi qu'il y a derrière ces IA-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet pour pas que l'Europe, parce qu'elle a un marché intérieur, elle a des règles. Évidemment, ces règles, elles sont perçues, elles sont très mal perçues à l'étranger. On nous critique en disant, voilà, vous n'avez pas d'entreprise, vous faites du protectionnisme économique avec vos réglementations. Au final, vous protégez quelques Européens, mais les milliards de personnes en Asie, sur les autres continents, en fait, le monde continue de tourner pendant que voilà. Donc, avec la fameuse formule, alors qui n'est plus vraiment vraie, mais voilà, quand il se passe quelque chose, les États-Unis font du business, la Chine copie, l'Europe régule. Enfin, voilà. Donc, on est un petit peu moqué un peu partout en disant vous n'avez pas d'entreprise technologique. De fait, c'est pas totalement faux. Bon, on décroche pas complètement sur tous les points d'échelle de valeur, hein. Il y a des choses qu'on sait faire en Europe qui sont pas mal. Mais c'est vrai que il faut garder l'effectivité de l'application du droit dépend de plus en plus de solutions techniques. Et c'est vrai que si on ne les maîtrise pas, ça rejoint un peu ton observation, c'est que on va finir par avoir du mal à appliquer des règles de droit, même si on assume une part d'extraterritorialité, même si on assume des réglementations un peu plus volontaristes. On va avoir du mal à terme à maintenir ça si on se fait vraiment décrocher sur le plan technologique. C'est sûr que c'est un sujet. Alors, premier aspect de la question, effectivement, les plateformes ont des rapports très ambivalents avec leurs États. Quand on prend les États-Unis ou la Chine, parce que c'est principalement de ça dont il s'agit, alors là, tout a changé hein, depuis quelques mois, mais les États-Unis, à la fois, sont très protecteurs de leur plateforme envers l'étranger. Nous, à chaque fois qu'en Europe, il y a une réglementation, ils rugissent, hein, il y a des mesures commerciales, il y a des choses assez agressives. Je ne vous parle pas des relations États-Unis-Chine où c'est encore plus agressif. Donc, à la fois, ils sont très protecteurs par rapport aux autres États de leur plateforme, et à la fois, en interne, il y a eu beaucoup de friction. Bon, là, apparemment, c'est la bromance, hein, si j'ai bien compris,
entre Musk et, même voilà, Mark Zuckerberg, qui a complètement, voilà, c'est pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, mais il y a quelques années, c'était quand même plus tendu. Et en Chine, c'est pareil. En Chine, il y a le gouvernement a pris des mesures assez dures quand certaines plateformes ont voulu développer des crypto-actifs. Là, voilà, on se souhaite pas le sort de Jack Ma, euh, qui a quand même disparu hein, à un moment donné, quand il a commencé à prendre un peu des libertés avec ce que disait le gouvernement chinois, ben, il a disparu. Puis un jour, il est réapparu, puis il a dit, en fait, finalement, c'est très bien ce que fait le gouvernement. Donc, voilà. Donc, ce qui n'empêche pas, évidemment, la Chine de défendre, là aussi, de façon très vive, ces plateformes. Donc, effectivement, vous parliez des auditions, ça s'inscrit dans la même chose, c'est qu'il y a des rapports compliqués en interne entre les plateformes et leur état un peu d'origine, et puis voilà. Et nous, bah, on n'a pas de plateforme. Donc, forcément, nous, notre situation est beaucoup plus compliquée, forcément, de ce point de vue-là. Et sur les sujets de désinformation, effectivement, c'est multiple. Il y a les ingérences étrangères et il y a les formes de... Alors, est-ce que c'est des informations? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sous-estime un petit peu les effets du profilage. Alors, j'ai plus les chiffres, mais il y a une formule assez spectaculaire sur à partir de 5 données personnelles, une IA en sait autant que toute votre famille, 10 données personnelles et c'est toute vous. Voilà. Donc, que ce soit la playlist, alors, je ne dis même pas les likes, etc., que vous avez fait, mais donc, c'est extrêmement performant le profilage. Il y a des conséquences commerciales, en plus parfois qui sont bien acceptées. On se dit, bah, c'est bien finalement d'avoir de la publicité ciblée. Moi, j'ai envie d'acheter un matelas, je préfère avoir des pubs de matelas que des pubs de quoi. Donc, voilà, mais effectivement, on sous-estime un petit peu, même si dans les derniers textes, il y a des outils pour essayer de limiter ça, mais bon, franchement, ça va pas être simple à appliquer. Et effectivement, politiquement, ça a été documenté. La commission avait dit qu'elle allait s'y intéresser. Donc, il y a ce règlement sur la transparence de la publicité politique, mais qui va pas tellement plus loin que ça. Et effectivement, maintenant, toutes les campagnes électorales ont recours à des entreprises qui sont spécialisées dans ce type de profilage, etc. Et donc là, il y a un sujet qui va émerger un jour, hein, mais qui n'a pas encore complètement émergé. Et effectivement, je pense qu'il faut être attentif à ce sujet-là. Et le règlement de 2024 ne parle pas vraiment de ça, en fait. Toutes ces pratiques de micro-ciblage dans des textes de la commission a dit qu'elle allait s'y atteler pour l'instant. Oui, il y a eu toute une économie de la désinformation, ça c'est à tous égards. Beaucoup d'entreprises, là aussi, c'est assez peu connu, mais qui sont spécialisées là-dedans. Voilà, je vous citais tout à l'heure l'exemple, il y a eu des journalistes qui avaient démantelé ça, c'était une entreprise israélienne qui était spécialisée voilà, dans l'influence politique. Encore une fois, il y avait une caméra cachée où la personne disait, enfin, un journaliste qui avait réussi à s'introduire en disant, bah voilà, vous voulez faire tomber telle personne, c'est temps, on va lancer une campagne contre lui, on va utiliser les réseaux, on va pirater tel compte, on va diffuser des photos vraies, fausses, etc. Vous voulez, enfin voilà. Donc, effectivement, il y a une économie de ça. Et puis commerciale, parce que je parlais de la publicité politique, mais aussi commerciale. Vous allez sur Amazon, bon, vous avez parfois 3 millions d'avis ultra positifs sur un produit. Si vous allez regarder un petit peu le profil de l'utilisateur, c'est pas sûr que ce soit des vrais gens dans la vraie vie qui ont vraiment acheté et utilisé le produit et bien mot, quoi. Effectivement, il y a des enjeux économiques très importants où là, je pense qu'il y a pour le coup une marge de manœuvre parce que ça, on sait faire pour le coup. Réguler sur des considérations économiques un secteur, on l'a fait dans plein de domaines. Ça, c'est des choses qui sont pas. On peut l'appliquer là sans que ce soit extrêmement compliqué. Donc, ça, c'est. Ouais. Aussi. Ouais. Ah oui, la citation. Alors, elle est partielle. Alors, c'était peut-être vrai il y a 20 ans. Elle est plus tellement vraie parce que la Chine innove énormément. Elle a un degré d'investissement dans l'IA, dans plein de choses, qui fait que aujourd'hui, on peut plus dire que la Chine se contente de copier et les États-Unis, voilà, font du business, etc. La Chine voilà, une, elle maîtrise un petit peu comme les États-Unis toutes les couches du cyberespace. On dit qu'il y a la couche infrastructure, les infrastructures techniques, les câbles sous-marins, les data centers, et tout ça. La couche logicielle,
donc les logiciels qui permettent de faire tourner tout ça, et la couche informationnelle, les données qui circulent, les contenus, etc. La Chine maîtrise ces trois couches-là, elle a des entreprises très performantes surtout. Donc, on a eu le problème quand on a voulu s'équiper en 5G. Tous les équipementiers en 5G étaient chinois. Bon, il y a un Européen. On a pris des mesures, voilà, pour protéger un peu les souverainetés nationales, etc. Mais c'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas cette puissance de feu. Les États-Unis maîtrisent aussi ces trois couches. C'est à peu près les seuls acteurs dans le monde. Et la Chine a lancé des plans d'investissement, mais c'est sur des milliards et des milliards. Et nous, on a un degré d'investissement, on a une politique industrielle qui est aucune comparaison possible. Parce qu'il y a aussi des choses géopolitiques derrière tout ça. Et puis c'est vrai que l'Europe, c'est pas non plus un pays. La Chine, elle peut imposer autoritairement de dire on va mettre tant de milliards, c'est ça. Les États-Unis, ça reste un État fédéral. Nous, bah, voilà, on a des pays en Europe qui continuent de préférer acheter américain parce qu'ils veulent, je sais pas, vendre leur voiture. Donc, du coup, plutôt que de se lancer dans une guerre avec les États-Unis pour avoir son propre data center, bah, se disent, c'est pas si grave, c'est nos alliés, etc. Donc, il y a des intérêts divergents en matière voilà, industrielle. Voilà, vous avez des États qui sont pas du tout, qui estiment pas du tout qu'il faut avoir maîtrisé certaines chaînes de valeur au niveau européen. Donc, c'est plus difficile d'avoir alors, il y a d'autres considérations qui s'ajoutent à ça, mais on n'a pas du tout la même politique industrielle que les États-Unis ou la Chine. Je reviens, je n'étais pas très loin. Merci beaucoup pour ces réflexions et le temps de débat et l'ouverture au débat sur un sujet absolument passionnant qui va probablement te tenir en haleine et nous tenir en haleine pour un certain nombre d'années, voire de décennies, avec le meilleur et le pire des réseaux sociaux et d'Internet. Donc, un grand merci à Brunestein Bertrand pour son intervention. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je reviendrai pour en parler du coup dans un an. Certainement, ça aura très, très évolué. Enfin, l'Europe n'aura pas évolué, mais il y aura eu des évolutions ailleurs. Merci à tous et à bientôt. Merci aussi à ceux qui ont suivi en ligne et nous vous disons à bientôt pour un nouveau webinaire du KJ et de la chaire Jean Monnet. À bientôt.